Voilà, vous le savez, vous l'avez reçu, l'atelier sera organisé en 2 temps. Le premier temps, c'est une question autour du diagnostic qui est posé dans la note, et en particulier comment faire en sorte et à quelles échelles faire en sorte pour que l'économie circulaire s'implique et soit un élément fort des territoires aujourd'hui et demain. Et deuxièmement, une présentation des propositions, une discussion des propositions autour des propositions qui sont faites dans la note. Voilà, je salue aussi nos 2 grands témoins, François Gross, qui se présentera de lui-même, mais qui est ingénieur expert des matières premières, et Brune Poirson, grand témoin député de la Vaucluse, ancienne ministre, et qui doit nous rejoindre, je crois, me dit-on, d'ici une dizaine de minutes, et participer évidemment à notre débat. Voilà, donc je vais passer la parole sur le premier point à la présidente du groupe de travail, en lui demandant une intervention assez brève, de 4-5 minutes, pour présenter les 2-3 sujets essentiels du diagnostic. Et ensuite, évidemment, je vous passe la parole. Je passe évidemment aussi la parole aux grands témoins, mais je vous passe aussi la parole dès le départ, pour ceux qui ont à dire des choses sur le sujet, sachant que vous avez reçu la note hier et vous avez peut-être eu la possibilité de la parcourir aujourd'hui, ce matin ou hier soir. Voilà, merci beaucoup. Kathleen, donc à toi la parole. Merci beaucoup Jérôme, merci à tous d'être présents pour parler aujourd'hui d'économie circulaire et de la manière dont on peut l'activer de manière ambitieuse et la plus rapide possible sur nos territoires. Donc je vais faire un résumé très succinct de ce qui est écrit dans la note pour qu'on puisse alimenter le débat, mais vraiment l'objectif c'est surtout de vous donner la parole pour pouvoir enrichir nos analyses et nos propositions. Donc, le groupe de travail qui a réuni une quinzaine de professionnels experts de l'économie circulaire, donc experts selon différentes casquettes. On avait des représentants des collectivités territoriales, d'entreprises, d'ONG, de l'ADEME également. On est reparti donc du constat des 3 grandes crises environnementales que nous affrontons aujourd'hui, dérèglement climatique d'une part, effondrement de la biodiversité d'autre part, et surexploitation des matières premières. C'est en particulier sur cet enjeu-là que nous nous sommes concentrés, puisque c'est le cœur du sujet de l'économie circulaire. Donc la consommation de matières premières a été multipliée par 8 au cours du siècle dernier, par 3 depuis 1970, et donc c'est une accélération exponentielle des consommations de matières. Si la croissance des consommations de ressources se poursuit au rythme actuel, dans un siècle, il faudrait que la production annuelle représente 878 fois celle d'aujourd'hui, donc ce qui n'est pas possible dans un monde où les matières premières ne sont pas disponibles en quantité infinie. On observe déjà aujourd'hui que l'extraction de certaines ressources est de plus en plus difficile et nécessite de plus en plus d'énergie à mesure que les gisements s'épuisent. Et c'est un constat qui a conduit l'Union européenne à qualifier 27 matières premières de critiques, qui sont des matières premières stratégiques pour notre économie, mais qui présentent un véritable risque d'approvisionnement. Voilà pour le premier constat sur la situation en termes de matières premières. Je précise que la part des matières premières non renouvelables ne fait que croître dans notre total des consommations. Donc, on doit réduire la consommation de ressources vierges. C'est vraiment le principe central sur lequel le groupe de travail a voulu appuyer, puisque dans les définitions de l'économie circulaire, il y a différentes acceptions du terme, on va dire. On a vraiment souhaité remettre au cœur du sujet la notion de sobriété. Et donc, on entend par sobriété réduire ou à minima stabiliser de manière absolue la consommation de ces ressources vierges. Mais de combien, sur quel flux, à quel horizon de temps et à quel risque précisément on expose notre société, notre économie et nos équilibres sociaux si on n'arrive pas à relever ces défis. Le groupe de travail estime aujourd'hui que sur l'économie circulaire, on navigue clairement à vue, parce que si on fait le parallèle avec les sujets climatiques, on se rend compte qu'un certain nombre de recherches ont déjà conduit à définir une trajectoire très claire, la trajectoire 2 degrés, qui est un objectif international. On a en parallèle un certain nombre de méthodes qui s'appellent des méthodes Science-Based Targets, qui permettent aux organisations de définir des objectifs qui sont alignés avec les objectifs internationaux.
on n'a pas d'équivalent pour l'économie circulaire et pour les sujets de ressources matières. Il existe des objectifs européens sur la réduction des consommations domestiques de matière, ce qu'on appelle la DMC. DMC qui ne tient pas compte des flux qu'on appelle flux cachés ou flux indirects. Je ne vais pas rentrer dans tous les sujets trop techniques, mais en tout cas, ce sont des indicateurs qui ne sont pas à la hauteur de l'enjeu planétaire de surexploitation des ressources. Et donc, on manque clairement de cap, on manque d'horizon pour relier l'action locale et l'objectif global de transformation de notre modèle socio-économique pour éviter d'être confronté un jour à un mur de la raréfaction des ressources qui ne nous permettrait pas de satisfaire les besoins essentiels des populations. On manque également de vision sur l'état actuel de nos consommations de ressources. Donc, à l'échelle nationale et à l'échelle européenne, un certain nombre de données existent. En revanche, quand on descend sur les échelons territoriaux, en particulier sur les échelons des communes et des intercommunalités, on voit qu'il y a en général une très bonne connaissance de la production des déchets. On sait ce qu'on produit comme déchets. On a beaucoup plus de mal à savoir ce qu'on consomme comme ressources, en quelle quantité, de quelle nature, voilà, quels sont les flux entrants, comme on dit dans le jargon, sur mon territoire. Donc des méthodes existent, mais déjà il y en a plusieurs, notamment celle d'Eurostat. Quand je dis qu'il y en a plusieurs, c'est qu'un certain nombre d'intercos ou de communes, avant même de se lancer sur une analyse de flux de matière, commencent par faire une analyse comparative des outils pour savoir lequel est le plus adapté à leur situation. Et donc, on voit qu'on n'est pas encore dans une situation très efficace où les outils sont facilement pris en main. En parallèle, on a des bases de données qui sont souvent incomplètes. On a des règles d'extrapolation qui sont souvent pas homogènes. Ce qui rend voilà, ces analyses qui sont absolument indispensables pour avancer de manière méthodique sur l'économie circulaire, puisque c'est une réflexion sur les flux. Il faut connaître les flux pour pouvoir tendre vers une économie circulaire réellement ambitieuse, mais c'est des analyses qui sont parfois difficiles à réaliser, en tout cas pas appropriables par toutes les organisations et par tous les échelons territoriaux de manière évidente, et des analyses qui sont parfois difficiles à comparer. Donc c'est vraiment le cœur de notre premier constat, un manque de données, un manque d'outils, un manque de cap ambitieux. Côté cadre réglementaire, on a un socle réglementaire qui était absolument nécessaire et qui est parmi les plus avancés du monde sur le sujet de l'économie circulaire, mais qui est encore bien loin d'être suffisant face aux enjeux. La loi anti-gaspillage pour une économie circulaire va clairement dans la bonne direction. Son caractère ambitieux sera néanmoins confirmé par les précisions qui seront apportées par les décrets. Ce qui est sûr, c'est que cette loi devra être renforcée par un cadre réglementaire et un cadre fiscal qui soit à la fois plus contraignant et plus incitatif. Et le rôle de l'État et de la coopération internationale seront sur ce point absolument déterminants. De l'autre côté, on a néanmoins des lois, la loi NOTRe, la loi MAPTAM, qui confèrent des responsabilités de plus en plus fortes aux collectivités territoriales, régions et intercommunalités notamment en particulier, sur le développement de l'économie circulaire. Encore faut-il harmoniser le langage. De quelle économie circulaire parle-t-on? CF, ce qu'on vient de présenter précédemment en termes de manque de cap. Quels sont les objectifs et quels sont les outils? Et si on regarde du côté du terrain, alors des initiatives formidables et de toutes formes émergent sur les territoires, initiatives citoyennes, entrepreneuriales. Elles répondent clairement à une aspiration de plus en plus exprimée et de plus en plus croissante des citoyens à modifier leur rapport à la consommation. On voit sur le terrain toute la valeur de la volonté politique des collectivités locales quand elles jouent un vrai rôle de coordinateur et de facilitateur de ces démarches. Donc dans cette note, on a fait un zoom sur Roubaix et sur le SMICVAL en France, qui jouent ces rôles de facilitateurs et qui travaillent à la fois sur l'offre et la demande d'économie circulaire, c'est-à-dire à la fois sur l'évolution des comportements des citoyens et en même temps sur l'évolution des offres des acteurs économiques. Et ce faisant, on voit que les initiatives se multiplient, que les consciences évoluent et que ce sont des initiatives qui sont source de fierté pour les habitants, qui sont positives, source de dynamisme pour les territoires, créatrices de nouvelles solidarités, de nouveaux liens. Donc on en voit toute la valeur. Il y a également des plans régionaux qui ont été structurés ou qui sont encore parfois en cours de structuration dans un certain nombre de régions. Et là, on voit que par contre, voilà, il y a des régions particulièrement ambitieuses, mais que les degrés d'ambition sont encore hétérogènes. Donc ces démarches sont vertueuses, mais elles sont d'une part encore très très loin d'être la norme,
et d'autre part, le degré de contribution de ces initiatives, de ces projets exemplaires à la résolution des enjeux ressources planétaires n'est encore pas souvent mesuré et établi. C'est également un constat qui nous vient des territoires. Le lien entre action locale et contribution aux enjeux globaux n'est pas souvent fait, ce qui rend parfois difficile le fait de prioriser telle ou telle solution par rapport à une autre, puisqu'on a des difficultés à en mesurer l'efficacité à l'aune des enjeux planétaires. Et enfin, un petit point un point de diagnostic sur la commande publique. Donc, la commande publique est un levier qui a été parfaitement bien identifié pour accélérer l'économie circulaire. Elle représente 10% du PIB et l'intégration de critères durables dans la commande publique, on le sait, est une incitation forte pour les prestataires à adapter leur offre. Le cadre réglementaire est aujourd'hui favorable à une commande publique durable et notamment circulaire. Le cadre réglementaire européen a évolué depuis 2014 et la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire a inscrit la commande publique circulaire dans ses objectifs. Néanmoins, malgré ce cadre réglementaire, le groupe de travail a noté un certain nombre de blocages résiduels, mais qui restent néanmoins de vrais freins, des blocages qui sont plutôt d'ordre technique et organisationnel. Premièrement, souvent une gouvernance qui est inadaptée au sein des collectivités, gouvernance souvent en silo, qui ne permet pas la transversalité que nécessite l'achat circulaire. Deuxièmement, une méconnaissance souvent des possibilités permises par le code des marchés publics, mais aussi une méconnaissance de l'économie circulaire elle-même, selon quelle base et suivant quels critères choisir tel ou tel matériau, choisir tel ou tel service, qu'est-ce qui est le plus vertueux. Et enfin, un manque d'uniformité des critères, c'est-à-dire que chaque acteur public finit par définir ses propres critères, et ce qui conduit au morcellement de la demande qui ne permet pas un véritable effet volume. Donc, on arrive à la conclusion de ce diagnostic. On voit que, ce que le groupe de travail a conclu, c'est un véritable besoin de plus d'outils et de plus de données pour mieux documenter les enjeux ressources à la lumière des connaissances scientifiques et donc faire passer, on va dire, l'économie circulaire d'une phase de concept et de grandes orientations à une phase de vrais objectifs de résultats documentés et mesurés. Des outils pour mieux orienter la décision politique et surtout pour repérer et généraliser les approches d'économie circulaire qu'on estimerait les plus efficaces vis-à-vis de ces enjeux ressources planétaires. Voilà, j'espère que j'ai respecté à peu près le temps. Merci, tout à fait. Merci beaucoup de cette présentation très claire. Avant de passer la parole aux deux grands témoins pour qu'ils nous donnent un peu leur avis sur ce diagnostic, je vais commencer par donner la parole à deux ou trois d'entre vous, en leur demandant, je vous le rappelle qu'à la Fabrique écologique, nous tenons au respect de nos horaires, si je crois, et le confort de tout le monde. Donc, en leur demandant, on est très nombreux, donc en leur demandant vraiment de faire des interventions courtes. Voilà, je passe donc la parole d'abord à Philippe Vachette, s'il souhaite intervenir. Non, il est... Peut-être qu'il faut qu'il ouvre son micro. Et, voilà. Bonjour, oui. À tous. Bonjour. Je vous parle depuis Chambéry et simplement, je pense qu'en rebond sur cette très, très bonne présentation, ce serait vraiment intéressant qu'on ait une base proactive de toutes les initiatives qui se font. On ne va pas parler de toutes, mais qu'on a donc cité deux exemples, Roubaix et Spigval. Il y en a plein d'autres et ce serait intéressant que sur 5 ou 6 points, on ait une petite base commune sur des expériences qui ont marché ou qui n'ont pas marché et qui permettraient de convaincre nos élus pour prendre les bonnes décisions. Voilà, merci. Merci Philippe, je trouve que l'idée est excellente et surtout en plus s'il y a vraiment quelque chose de réussi, d'intéressant à Chambéry-Aix-les-Bains, n'hésitez pas à faire passer 2 paragraphes pour pouvoir enrichir la note. Jacques Noël. Jacques Noël, il est là. Et en lui demandant d'ouvrir son micro. Oui, d'abord, vous m'entendez? Oui, très bien. Merci de me passer la parole. Moi j'aurais juste quelques réflexions et quelques questions. Rapide. La première question, c'est est-ce que l'ACV n'est pas un outil aujourd'hui qui est universel pour mesurer les impacts environnementaux d'un territoire ou de toutes les activités humaines en règle générale? Ça, c'était une question préalable. Et je voulais simplement souligner le fait que, effectivement, il n'y a pas que la séquence sobriété qui peut permettre de passer le cap. Il y a aussi l'efficacité des systèmes.
et le recours aux énergies renouvelables issues de recyclage ou de récupération. Ça peut peut-être donner un peu d'air, je dirais, aux synergies qu'on peut retrouver, qu'on peut essayer de mettre en place dans les territoires. Voilà, merci. Merci beaucoup. François Demarque. Oui, bonjour, vous m'entendez? Très bien. Très bien, merci. Je voudrais d'abord saluer l'énorme travail qui a été réalisé et qui est très juste sur les constats et probablement très bon sur les propositions. Je voudrais quand même apporter quelques éléments peut-être d'enrichissement des approches. Je voudrais tout d'abord soulever l'idée que les matériaux sont très différents les uns des autres. Nous avons des matériaux recyclables, des matériaux renouvelables, des matières premières renouvelables et d'autres qui ne le sont pas. Donc, il est évident que les définitions ne peuvent pas être exactement les mêmes et je suis un tout petit peu inquiet sur le fait de mélanger tous les matériaux dans des indicateurs qui soient uniques, couvrant, je dirais, la consommation de matière. Consommer une matière renouvelable ne veut pas dire du tout la même chose que consommer une matière, disons, fossile ou une matière première tirée du sous-sol. Alors, donc, première chose, distinction entre les matériaux me semblerait utile. Et je voudrais souligner par ailleurs que nos systèmes techniques évoluent, et notamment sous la pression environnementale. Je pense à l'effet de serre, l'introduction des énergies renouvelables, l'introduction des véhicules électriques ou un certain nombre d'évolutions lourdes de nos systèmes techniques qui nécessitent des matériaux pas forcément les mêmes que ceux d'avant. C'est-à-dire qu'on a besoin de lithium aujourd'hui alors qu'on en avait beaucoup moins besoin avant. On a encore besoin de cuivre parce qu'on met des fils de cuivre partout pour faire de l'électricité décentralisée ou aussi d'ailleurs pour continuer à construire des logements parce que la population continue à croître au niveau mondial et on a besoin de construire des logements et il y a l'électricité dans les logements. Donc il y a un stock de matières premières dans l'économie ou dans nos systèmes techniques qui est en croissance, parfois en croissance forte, liée aux évolutions de nos systèmes techniques dans certains cas, alors que dans d'autres domaines, on a beaucoup de produits à recycler et pas beaucoup d'usages aujourd'hui, auquel cas le recyclage est très facile et on peut circulariser fortement. Si on prend le plomb et les batteries au plomb, on en a de moins en moins, donc il y a du plomb et on n'a pas besoin d'ouvrir des mines de plomb. Enfin, je caricature un peu, mais voilà. Alors l'étude de la criticité, on a parlé de la criticité des matières premières, prend en compte évidemment ces aspects techniques et les besoins liés à l'évolution de nos économies, prend également en compte des aspects géopolitiques. Il ne faut pas oublier que dans les critères de criticité des matières premières minérales, il y a est-ce que c'est les Chinois qui les produisent ou est-ce qu'on les produit en Europe, hein. Donc les travaux ne sont pas uniquement strictement liés à des approches écologiques ou même matérielles. Donc, ça aussi, c'est des éléments qui me semblent à prendre en considération dans des approches territoriales, et ça sera mon dernier point. Donc, on tient compte des stocks et des flux, hein. On a dit c'est une économie de flux dont on parle, il faut tenir compte des stocks dans l'économie qui peuvent être croissants ou pas croissants. Et puis, il y a une dimension, je dirais, territoriale, le choix des échelles territoriales auxquelles les problèmes peuvent être réglés sont évidemment très différents. Je parlais du lithium tout à l'heure, c'est un sujet mondial. La région PACA ne va pas avoir sa politique lithium, hein. Par contre, elle peut avoir sa politique sur beaucoup d'autres sujets. Et je pense qu'il faut envisager, alors bien sûr la note est peut-être orientée vers la contribution des territoires, et encore faudrait-il définir à quelle échelle on envisage toutes les initiatives qui sont proposées, la contribution des territoires, mais ces territoires, effectivement, ils devront travailler dans des cadres d'analyse avec des outils qui seront des outils intégrant différents niveaux de territoire. Il y a l'échelle régionale, il y a certainement des échelles infrarégionales, il y a des échelles nationales, des échelles européennes et mondiales. Il ne faut pas oublier le lien entre tout ça, et y compris dans la construction des outils. Donc je pense que ce n'est pas une remise en cause évidemment du tout de ce qui est proposé, mais je pense qu'il y a peut-être quelques mises en perspective sur ces affaires de stock versus flux et sur les niveaux territoriaux les plus opportuns auxquels les outils doivent être conçus et s'emboîter. Voilà, merci. Merci beaucoup. Je crois que c'est très utile. Et donc, si éventuellement ça peut être mis par écrit, je pense que ce sera très utile pour le groupe de travail. Donc, je vais passer la parole au premier grand témoin pour lui demander ce qu'il pense du diagnostic. Donc, François Gross.
je te passe, je pense qu'on peut se tutoyer, je te passe la parole. Merci à toi. Et merci Kathleen pour le travail monumental de concrétisation de ce rapport. Alors, comme on m'accorde 5 minutes et que ça passe très vite, je vais essayer à peu près de les respecter, mais je vais évidemment énormément focaliser mon commentaire. Peut-être le premier point, c'est que je trouve que, je regarde mes notes là, prises au cours de la discussion qui vient d'y avoir lieu, je trouve que un des immenses vertus de ce travail, c'est à la fois de proposer une approche de l'économie circulaire qui affronte la complexité, le caractère systémique de l'économie circulaire, qui est un truc finalement auquel on a tous une idée assez claire, sauf quand on commence à formuler ce que c'est effectivement, parce que c'est compliqué. Et en même temps, de proposer finalement de ne pas se perdre dans cette dimension systémique. Ce qui est compliqué dans ce sujet, c'est qu'évidemment, il est vrai qu'il y a les matières premières, par exemple, qui sont non renouvelables, et il y en a d'autres qui sont renouvelables et qu'on peut remplacer les unes par les autres. Et le problème de ce caractère systémique, c'est qu'on peut finalement ne jamais traiter les sujets parce qu'il y a toujours une alternative, en quelque sorte. Ce que je trouve très intéressant, ça a été ici de décider de concentrer le concept d'économie circulaire en passant du global au local. C'est-à-dire en se disant finalement, c'est quoi une société circulaire, ça serait quoi? À la fin, le fait qu'aux bandes de cette société, on puise beaucoup moins dans des ressources non renouvelables est quand même un des grands défis du siècle qui se présente devant nous, un défi de transformation qui est majeur. Du coup, je voudrais juste faire une petite focalisation là-dessus, en prenant juste ce volet qui sont les matériaux non renouvelables et les métaux en particulier, pour rebondir sur ce que disait Kathleen en introduction et peut-être aussi sur certains des points du coup, qui ont été évoqués lors des deux interventions précédentes. En fait, le premier truc, c'est que ces ressources métalliques non renouvelables, c'est un enjeu énorme en fait. C'est un peu l'éléphant dans le placard parce qu'on ne le regarde pas trop et on se dit ouais, mais on va recycler, ça va être formidable. En fait, c'est un enjeu absolument énorme. Je voudrais citer juste 4 points et certains ont déjà été mentionnés par Kathleen. Le premier point, c'est que les émissions tout simplement de gaz à effet de serre en termes d'impact, les émissions de gaz à effet de serre de la production primaire de métaux, simplement la production primaire de métaux, je ne parle pas des granulats pour la construction, etc., qui sont d'autres ressources non renouvelables. En fait, c'est bien supérieur à l'aviation, c'est extrêmement supérieur au secteur des déchets, etc. C'est-à-dire, en gros, d'après le PNUE, c'est en tout cas en termes de consommation énergétique, 8% des consommations énergétiques mondiales, et ça, c'est uniquement les matières vierges, je dis bien hors recyclage. La deuxième chose, c'est comme, je crois que tu l'as dit, Kathleen, c'est que comme les gisements s'appauvrissent au cours du temps, c'est une tendance du XXe siècle, et ça devrait se poursuivre en tendance, et que les consommations énergétiques nécessaires pour produire 1 kilo de métal sont inversement proportionnelles à la teneur en métal dans le minerai, ce qu'on comprend aisément, il faut casser plus de cailloux pour avoir la même chose. En fait, indépendamment de l'efficacité énergétique des procédés, intrinsèquement, extraire 1 kilo de métal dans 30 ans, ça demandera beaucoup plus d'énergie que ça n'en demande aujourd'hui. Sachant que ça se conjugue avec l'augmentation des besoins qui est lié à la croissance de nos consommations que Kathleen a présenté en introduction. Donc on est un secteur, on parle d'un secteur qui est un des plus gros producteurs de gaz à effet de serre, et en plus ça va se dégrader alors que tout le reste de l'économie est en train d'améliorer, comme ça a été souligné par un des intervenants, son efficacité en termes de gaz à effet de serre. Autre commentaire sur ce qui concerne les ressources. Les ressources métalliques, elles sont évidemment gigantesques. Le fer et l'aluminium, c'est des constituants principaux de l'écorce terrestre. Et simplement, évidemment, les gisements concentrés, eux, ils ne sont pas absolument infinis. Et aujourd'hui, par exemple, l'US Geological Survey, qui est le BRGM américain et qui est un peu une référence en la matière, je vais vous donner un exemple que je trouve assez frappant, en fait, évalue les ressources en cuivre à une quantité qui équivaut à 270 années de la production 2018 de cuivre. Et en fait, si on applique maintenant au futur le taux de croissance de la décennie passée en termes de consommation de cuivre, le taux de croissance mondial des consommations de cuivre, eh bien, en fait, ces 270 ans deviennent 75 ans. C'est-à-dire qu'avant la fin du siècle, les ressources en cuivre, pas les réserves, qui est une grandeur court terme, mais les ressources identifiées par l'US Geological Survey sont consommées avant la fin du siècle. Donc, certains des participants à cette table ronde verront ce jour-là, si simplement ça continue comme au cours de la dernière décennie en termes de croissance,
sachant que c'est les mêmes ordres de grandeur que sur l'ensemble du XXe siècle. Ça n'a pas bougé quasiment en termes de tendance, en tout cas. C'est de l'ordre de 3% par an, en gros, depuis le début du XXe siècle. Et puis, dernier commentaire sur cette partie ressources et impact, c'est qu'on est face à un problème qui est un problème cumulatif, comme pour le climat, comme pour un paquet de sujets planétaires. C'est-à-dire que si un jour on est face à une crise majeure de raréfaction des ressources, ou en tout cas des ressources concentrées, et ou d'exacerbation des impacts, ce n'est pas la décennie qui précède le choc qui sera ni responsable ni la solution pour éviter le choc ou en tempérer les effets. C'est complètement cumulatif et ça commence évidemment maintenant. Donc ça, c'est le premier point que je voulais vraiment souligner parce que cette question des ressources matérielles non renouvelables, on sait tous, enfin, on pense tous que c'est un sujet, et je crois que c'est légitimement qu'on dit que c'est le sujet central de l'économie circulaire, même si ce n'est pas le seul, évidemment. Donc un sujet immense, un sujet global, un sujet cumulatif et un sujet accéléré. Ensuite, ce que je voudrais souligner peut-être en contrepoint de la présentation de Kathleen, c'est que sur ce sujet-là, par exemple, l'économie circulaire, on a tendance à se dire que c'est un sujet que le sujet central de l'économie circulaire, c'est une meilleure gestion des déchets. C'est quelque chose qui est souligné dans le rapport. Le sujet, en fait, c'est un sujet de production et de consommation, ce n'est pas un sujet de gestion des déchets. Plus exactement, ça n'est plus un sujet de gestion des déchets. En termes d'impact environnemental, il faut regarder les choses en face, on n'est plus dans les années 70. L'impact du secteur des déchets dans les pays développés, évidemment, je ne suis pas en train de parler de ce qui peut se passer dans des pays en développement, et bien entendu, et qui nous concerne également, mais en tout cas, puisqu'on parle des politiques territoriales à l'échelle de notre pays, les impacts en fait, de la gestion des déchets sont extrêmement plus faibles que, par exemple, les impacts de l'extraction des matières premières vierges. Si on revient en fait à ces histoires de gaz à effet de serre, la production des déchets, c'est de mémoire, enfin, selon les sources, il me semble que le GIEC parle de 2% d'émissions ou un truc, quelque chose dans ce genre. Sauf que quand on regarde l'analyse du CITEPA en France, 89% de ces émissions, c'est du méthane issu des biodéchets ou du traitement des eaux usées, etc. C'est-à-dire que la partie des matières dont on parle à cet instant, dont je parle en tout cas à cet instant, les matières non renouvelables, est epsilonesque à côté de ce que représente en termes d'impact, par exemple sur le climat, la production de matières vierges. En termes d'emprise sur l'espace, l'artificialisation des sols est évidemment un sujet central, je pense, dans l'économie circulaire, y compris parce que ça consomme de la matière. J'avais évalué dans un travail que j'avais fait il y a quelques années qu'en gros, l'extension des centres de stockage de déchets en France, les décharges, c'est à peu près 1% de l'artificialisation supplémentaire des sols en France. Donc vous voyez que c'est bien nos consommations qui artificialisent les sols et qui constituent des stocks nouveaux, ce n'est pas nos déchets. Et donc, voilà, donc ça c'est l'autre point fondamental, c'est qu'on est face à un sujet, les déchets sont une partie de la solution, mais ils ne sont pas le sujet. Le sujet, c'est vraiment nos consommations et nos modes de production à partir de matières vierges. Alors ensuite, j'ai pour terminer, et je termine là-dessus, deux bonnes Merci. La première, c'est qu'il y a un levier et il va falloir qu'on s'impose des teneurs de plus en plus importantes en matière recyclée dans les biens neufs. C'est ça le levier central qui permet d'aller vers la solution. Et puis l'autre point, c'est que si on va dans cette direction-là, il y a une prime aux précurseurs. Et ça, ce n'est pas habituel dans les sujets environnementaux. C'est que c'est plus facile à faire pour les premiers pays qui s'y lanceront, parce qu'il y a de la disponibilité de matières recyclées, en fait, et que c'est des marchés internationaux. Et donc, plus vite on commence, et plus c'est facile. Et ça, je pense que c'est une bonne nouvelle, y compris pour la transformation des territoires. Merci beaucoup. Donc, je vais passer la parole à Myriam Toiti, puis Thomas Emer, je ne sais pas son nom complet, mais il se reconnaîtra, en leur demandant d'être courts et de se concentrer sur le diagnostic. Et puis, si personne n'est frustré, nous passerons ensuite au volet proposition. Voilà, Myriam Toiti. Oui, bonjour, Myriam Toiti de La Poste. Non, j'avais juste deux remarques. J'ai assisté très récemment à une présentation faite par le WWF qui s'est associé au Science Based Target Network et qui a sorti des premières lignes directrices pour avoir des Science Based Targets for Nature. Donc, effectivement, ça fait écho à ce que disait Kathleen Bocquet. Aujourd'hui, ça n'existe pas l'équivalent de ce qu'on a sur le climat pour les ressources, mais en tout cas, visiblement, il y a des groupes qui y travaillent. Et puis, il y a aussi l'AFNOR qui travaille aussi sur un guide
sur les projets d'économie circulaire. Donc voilà, une amorce de normalisation sur le sujet qui intègre la dimension territoriale, donc qui peut être aussi intéressante à intégrer au diagnostic. Voilà. Merci beaucoup. Donc Thomas Emerdinger, j'ai retrouvé son nom complet qui était coupé sur la messagerie en m'excusant auprès de lui. Bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez. Très bien. Très bien. Donc oui, je voulais juste partager le constat sur le manque de données, le manque de méthodologie sur les démarches territoriales d'économie circulaire. Alors on a travaillé au sein de l'Institut Paris Région et de l'AREC, donc l'Institut d'aménagement et d'urbanisme et de l'Agence régionale énergie-climat. On suit les démarches territoriales qui se lancent en Île-de-France. On a publié une étude en juin dernier sur les premières stratégies en Île-de-France avec toute une série de recommandations à la fois sectorielles sur l'ensemble des ressources utilisées par les territoires et des recommandations méthodologiques à la fois de diagnostic, de mobilisation des acteurs, d'intégration dans la commande publique. Ça fait suite à un travail vraiment de 3 ans de suivi et d'accompagnement des territoires. Donc voilà, ce travail il est à disposition, il est en libre accès et je pense qu'il complète bien la note de la fabrique. Et en parallèle, je voulais aussi signaler, parce que c'est un des objets c'est une des recommandations dans la note, c'est la question du service public de la donnée. Donc ça, c'est un enjeu extrêmement important et extrêmement vaste, comme ça a été rappelé, la question des matériaux, les matériaux renouvelables, les matériaux non renouvelables, les questions énergétiques, les questions de l'eau, les questions du sol. On ne parle souvent pas dans l'économie circulaire, pour autant c'est un enjeu absolument essentiel. On a été missionné comme d'autres agences pour préfigurer un observatoire régional des ressources, donc en lien avec la feuille de route économie circulaire, qui demande aux régions qui pilotent déjà des observatoires régionaux des déchets ou des observatoires régionaux énergie, gaz à effet de serre, d'élargir le spectre sur la question des ressources. Donc on est en train de faire ce travail-là à l'instar d'autres régions, ou en tout cas d'autres agences qui portent des observatoires régionaux des déchets. Donc on est en train de proposer une méthodologie déjà, parce que pour l'instant, on a très peu de recommandations nationales, que ce soit de l'ADEME, de l'INSEE ou du service statistique du ministère, ou des autres structures qui suivent les données des ressources. Donc voilà, on est en train de faire ce travail. On va diffuser l'étude avec aussi une identification des bases de données existantes. Donc je pense que ça aussi, ça peut intéresser pas mal de monde. On espère la publier d'ici la fin d'année. Et dans l'idée de cet observatoire, c'est que certes, ça sert aux politiques publiques régionales, donc les démarches de planification, les SRADET, les SDRIF, etc., mais que ça serve aussi les démarches locales, que ce soit porté par des communes ou des intercommunalités principalement, parce que nous, c'est plutôt ce qu'on porte comme message, c'est que l'économie circulaire, il y a une brique régionale, mais c'est plutôt dans le bloc local, donc communal et intercommunal, de porter des démarches comme ça. Et dans l'état d'esprit, en tout cas, qu'on porte, c'est que ces observatoires régionaux, ils servent vraiment les démarches locales, à faire peut-être des pré-analyses de flux de matière en fonction de ce qui est disponible, parce que ça aussi, dans la méthode Eurostat qui a été citée, c'est la principale limite. Autre le manque de données, c'est que les données sont d'ordre départemental ou régional, et souvent la maille locale, c'est le maillon faible, on va dire. Donc voilà, on est en train de faire ce travail-là. On est dispo pour échanger sur la note ou pour contribuer. Et je voulais juste aussi spécifier les cadres un peu de réflexion qui existent. Il y a 2 choses. On a cité la démarche de certification AFNOR. Alors, il y a l'ADEME qui a lancé une labellisation CITEC sur le même principe que Citergy, mais sur l'économie circulaire, donc vraiment principe d'amélioration continue. Première chose, ça a été lancé l'année dernière. Donc là, ils sont en campagne de mobilisation des territoires et ils essayent d'articuler, alors ça c'est intéressant, les démarches Citergy, donc management énergétique et économie circulaire. Donc on fait bien ce lien énergie, climat et ressources, économie circulaire, parce que c'est complètement lié. Et la deuxième chose, c'est plutôt un cadre de réflexion internationale lié à la recherche qui s'appelle, alors c'est une plateforme qui s'appelle Metabolism of Cities, qui est un collectif de chercheurs et qui mettent à dispo toute une série de données, de méthodes, d'outils de visualisation sur la question des flux de matière, du métabolisme des villes. C'est un site en open source avec tout un ensemble d'initiatives. Pour l'instant, il y en a très peu en France. Mais voilà, c'est un cadre international puisque ces réflexions qu'on porte ici en Île-de-France ou en France, elles sont partagées par toute une série de métropoles mondiales.
Pour certaines, c'est des enjeux liés à l'eau, d'autres, ça va être lié au sol, d'autres, ça va être lié à l'énergie. Bon, ce qu'on préconise, c'est vraiment une approche systémique des ressources, mais c'est pas une mince affaire. Et la question des données, je reviens là-dessus, c'est extrêmement vaste et on a un gros manque de données sur plein d'éléments. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je crois que ce sera très utile qu'il y ait un contact entre Kathleen et vous-même. Et par ailleurs, je pense, Kathleen, qu'il y a un certain nombre de choses en effet à intégrer, si ce n'est pas déjà fait, c'est peut-être déjà fait, mais à intégrer en effet dans la note en fonction des travaux qui ont été réalisés, qui viennent d'être cités. Voilà, je vous propose que nous passions à la partie proposition. Et donc, Kathleen, je te laisse en 5 minutes, comme prévu, de présenter cette partie. Merci. Merci à tous pour les remarques. J'ai essayé de noter dans un coin un petit peu toutes vos interventions orales et écrites en parallèle. Et surtout, on sera disponible à disposition, moi et le groupe de travail, pour rééchanger après cet atelier. Donc, à l'issue des constats qu'on a fait dans la première partie, on va vous proposer donc 3 axes d'action. Le but de la fabrique écologique, c'est toujours de prioriser des actions, en général 3 au maximum. Et donc, on a essayé de faire ce travail de priorisation, sachant qu'il y aurait éventuellement bien d'autres actions à activer et dont on pourra débattre ensuite. Proposition 1, qui découle tout à fait de ce constat de manque de cap et de données, c'est définir un indice de circularité de référence et créer ce service public de la donnée circulaire. Donc, première partie, définir un indice de référence. Ça serait vraiment cet objectif d'orienter la décision politique et d'en évaluer l'efficacité, c'est-à-dire son degré de contribution à la résolution des enjeux de ressources. Cet indice devra refléter le métabolisme territorial, donc non pas uniquement ce qui sort comme flux du territoire, mais bien aussi effectivement donc les stocks et les flux entrants, et refléter cet impératif de réduction des consommations de ressources pour donner un outil pragmatique pour mesurer notre niveau de sobriété, sans quoi cela reste un concept, disons, soumis aux interprétations subjectives. Clairement, la recherche sera à approfondir au sein d'un GT, donc au sein d'un groupe de travail dédié. Donc voilà, cette note est un peu, et la parution de cette note est le point de départ de la recherche plus approfondie sur ce que pourrait être cet indice de référence. Le groupe de travail actuel a proposé quand même 5 sous-composantes qui pourront être pondérées, retravaillées, discutées, débattues. Première partie donc, de cette première sous-composante, la consommation totale de matière, dont l'objectif sera de diminuer grâce au développement de pratiques comme le réemploi, le partage ou l'économie de la fonctionnalité. Le deuxième sous-indicateur, c'est la part de matières premières secondaires ou biosourcées locales dans la part totale des consommateurs, donc pour donner une indication sur la nature des flux qui alimentent le système territorial. La troisième sous-composante, c'est la production de déchets ultimes qui devra être minimisée. La quatrième, le taux de valorisation des déchets qui devra être maximisé avec une recherche de la meilleure conservation possible de la valeur des matériaux au fil des boucles de valorisation. Et enfin, un indicateur de bilan d'émissions de gaz à effet de serre qui devra donc réduire pour faire le lien entre politique économie circulaire et politique de réduction des déchets. L'objectif donc de cet indice de référence, c'est encore une fois de passer de la logique de moyens sur l'économie circulaire à une vraie logique de résultats cohérente avec les enjeux planétaires de l'économie circulaire et permettre de prioriser les solutions les plus efficaces. Je laisse ensuite la porte ouverte clairement au débat sur les différentes composantes de cet indice. Et encore une fois, donc, le groupe de travail appelle à la création d'une task force dédiée dès fin 2020 pour aboutir à la définition d'un indicateur à horizon 1 an et ensuite le test de cet indicateur sur les territoires pilotes. En parallèle, on préconise l'amélioration des outils méthodologiques puisque c'est un constat qui était partagé a priori avec également des personnes dans la salle. Donc, harmoniser et fiabiliser les méthodes d'analyse de flux de matière pour que toutes les organisations privées et publiques puissent s'en saisir de manière systématique. Et en parallèle, encore une fois, faciliter la collecte des données, ce qui passera par trouver un cadre réglementaire qui permettra d'inciter, puis à terme probablement d'obliger les organisations à communiquer des données sur les flux entrants et sortants, au même titre que les organisations sont aujourd'hui soumises à la communication de leur bilan de gaz à effet de serre
et de leur consommation énergétique. Et donc, c'est à partir de cette captation et de cette consolidation de données qu'on pense qu'on pourra avoir plus de vision sur les flux et aboutir à une approche plus méthodique de l'économie circulaire. Probablement que des moyens supplémentaires devront donc être donnés à certaines structures. Donc, on parlait des observatoires régionaux des ressources, éventuellement l'INSEE, avec un vrai enjeu donc de compléter les bases de données existantes. Petite aparté sur la notion d'échelle. On pense qu'à l'issue de ces, avec plus d'informations, on pourra aboutir à des études plus approfondies sur la géographie des flux, ce qui pourra faire apparaître un besoin de créer des organismes spécifiques avec des échelles d'intervention distinctes selon les flux. Donc effectivement, peut-être des échelles nationales pour les métaux et les plastiques, des échelles plus régionales pour ou voire même plus départementales pour des minéraux non métalliques et la biomasse. Voilà, on parlait tout à l'heure de l'échelle des flux. On pense que, encore une fois, la vision de la géographie des flux est encore aujourd'hui incomplète pour définir des organismes et des échelles d'action adaptées à la réalité de chaque flux. En termes d'échéance, donc je vous l'ai dit, le calendrier, groupe de travail à partir de 2020, c'est ce qu'on préconise. Phase de test de cet indice de référence en juin 2021. Et ensuite, proposition et mise en œuvre d'un calendrier réglementaire pour entrer en vigueur de cet indice de circularité, idéalement dès 2022 pour aller vite. Proposition 2, développer des nouveaux outils pour la commande publique. Donc, on l'a dit dans le diagnostic, c'est vraiment un levier d'action qui a été identifié pour accélérer le développement de l'économie circulaire. Commande publique qui représente 10% du PIB, qui fait l'objet d'objectifs clairement déclarés dans la loi anti-gaspillage pour l'économie circulaire. Le groupe de travail appelle les collectivités territoriales à améliorer leur gouvernance pour que la gouvernance interne reflète la nécessité de transversalité et d'anticipation que suppose la commande publique circulaire. Et le groupe de travail appelle également à la constitution d'une coalition multiparties prenantes. Donc, voilà, différentes personnes sont intervenues aujourd'hui. On a déjà identifié un certain nombre de profils qu'il faudrait réunir autour de la table pour, premièrement, préciser des critères clairs de ce qu'est une commande publique circulaire pour chaque segment d'achat et sur la base des travaux qui seront menés par le groupe de travail issu de la proposition 1. Donc, faire le lien entre cet indice de référence de circularité globale et des critères à appliquer sur la commande publique circulaire. Définir des critères qui donneraient lieu donc à des guides d'accompagnement pratiques pour les agents territoriaux. Deuxième étape, élaborer un label de la commande publique circulaire qui aurait pour but d'orienter massivement les acheteurs publics vers les produits et les services les plus vertueux et qui donnerait un signal clair aux acteurs économiques sur l'existence d'un marché public important autour de critères clairement définis pour enfin avoir cet effet volume qui permet d'accélérer la transformation, l'évolution des offres autour voilà, d'une visibilité claire sur un marché existant. Et enfin, renforcer la formation sur la commande publique responsable et sur la commande publique circulaire en l'occurrence. Il existe déjà des formations et des guides qui sont super. Néanmoins, on note encore ce manque de connaissance des sujets, des possibilités laissées par le Code des marchés publics et de l'économie circulaire chez les acheteurs. Donc, on pense qu'à l'issue de la formulation de ce label et des guides associés, il faudra mettre en ligne des formations de sensibilisation pour les élus et des formations vraiment purement techniques, juridiques et sur les critères d'économie circulaire à l'intention des acheteurs. Et l'objectif du groupe de travail serait de viser un lancement de cet appel, de ce label commande publique circulaire dès janvier 2022. Et troisième proposition enfin, et je vais essayer d'être rapide, créer des plans de circularité territoriale, pédagogiques, coopératifs et concrets. Donc on l'a vu, les deux premières propositions sont plutôt à l'intention des collectivités, mais aussi des ministères et des organismes publics pour outiller les collectivités. La troisième proposition, c'est plutôt un appel à la volonté politique des collectivités, mais aussi de tous les acteurs locaux qui les entourent, associations, citoyens, entreprises, pour déployer de véritables feuilles de route circulaires sur l'ensemble des territoires autour de trois principes clés. Premier principe, c'est la pédagogie. Il est indispensable comme première étape de sensibiliser les citoyens sur la base des connaissances scientifiques
pour réellement rendre tangibles les enjeux liés aux ressources et surtout expliciter les leviers d'action aux échelles individuelles et collectives. On pense que c'est nécessairement le fondement du développement d'une culture de la sobriété, la sensibilisation, expliciter les enjeux, expliciter les leviers d'action et impliquer les citoyens, les habitants, les entrepreneurs dans cette réflexion. Donc le GT appelle les collectivités, mais aussi les associations et les organismes publics ou parapublics à intensifier l'utilisation d'outils pédagogiques comme par exemple les fresques d'échelle, les fresques climat, la fresque de la renaissance écologique, qui sont des outils dynamiques, ludiques, pour se rendre compte de la réalité de nos impacts et des leviers d'action. Le deuxième principe clé, c'est la coopération, qui rejoint un des piliers de la définition qu'on a voulu donner à l'économie circulaire, qui est la transversalité. On ne pourra pas faire de transversalité comme le nécessite cet enjeu systémique d'économie circulaire sans faire coopérer tous les acteurs du territoire. Donc, on appelle à la création de gouvernance territoriale et on appelle les collectivités locales à jouer un rôle de facilitateur dans ces coopérations, c'est-à-dire cartographier les initiatives existantes, cartographier les acteurs, les mettre en relation, créer des espaces de dialogue et de coopération, et enfin mobiliser des moyens pour soutenir les projets qui s'inscrivent dans cette économie circulaire. Et troisième aspect, faire du concret, faire de l'économie circulaire une réalité sur les territoires. Ça passera nécessairement par la réalisation de projets concrets qui la rendent possible au quotidien pour les habitants et les entrepreneurs. Donc le plan d'action devra être clair, l'efficacité des actions devra être mesurée suivant l'indice de circularité de référence issu, on l'espère, du groupe de travail issu de la proposition 1. Et ces actions concrètes pourront être des lieux physiques qui incarnent la transition circulaire. C'est quelque chose qui est beaucoup revenu dans nos discussions au sein du groupe de travail. Créer ces espaces qui donnent un vrai visage au quotidien à l'économie circulaire, donc des ateliers partagés de réparation, des zones de stockage des matériaux, puisqu'on parle de stock et de flux dans l'économie circulaire. Il faut bien des espaces pour accueillir, massifier ces flux et la logistique associée. Des showrooms, des démonstrateurs grandeur nature, voilà, des choses qui donnent ce visage à l'économie circulaire, qui en montrent aussi l'éco-bénéfice. Ces lieux de l'économie circulaire qui existent déjà sur certains territoires sont des lieux de joie, de rencontre, d'innovation, de partage. Et c'est bien parce que ça montre aussi tous les co-bénéfices d'une économie plus sobre et plus circulaire. Ce n'est pas uniquement se serrer la ceinture et consommer moins, c'est bien inventer d'autres manières de consommer ensemble. Ces plans de circularité territoriale, ils pourront s'appuyer sur des cadres tout à fait existants, les plans régionaux, le référentiel économie circulaire de l'ADEME ou d'autres démarches qui sont déjà en cours. Mais on insiste sur le fait que c'est une première étape absolument nécessaire pour engager les citoyens, les entrepreneurs et créer le prérequis à une ambition d'économie circulaire à grande échelle. Et pour rendre l'économie circulaire compréhensible, souhaitable et en faire un vrai projet de société, un vrai projet de territoire. Le calendrier idéal serait 100% des territoires qui auraient eu la possibilité d'être sensibilisés à horizon 2022, donc l'accélération des fresques de tous les genres sur tous les territoires à horizon 2022, la poursuite du recensement des initiatives et ce partage, comme on en parlait tout à l'heure, des retours d'expérience vertueux, des bons exemples, poursuivre ce recensement et l'intensifier pour arriver à une vraie base de données proactive et active à horizon 2022 également. Des écosystèmes de coopération dans tous les territoires pour 2024, pour arriver à 2025 avec des feuilles de route d'action à 10 ans sur l'ensemble des territoires et permettre enfin de démultiplier les projets concrets et qui contribueraient à une véritable résolution des enjeux ressources dont nous avons parlé précédemment. Voilà l'essentiel des 3 propositions. Je te redonne la parole, Géraud, pour animer le débat. Merci beaucoup, Kathleen, et merci d'avoir respecté nos règles de la fabrique écologique qui se concentraient sur 2 ou 3 propositions concrètes, mais on voit bien qu'elles sont assez fortes et même très fortes, et donc je te remercie beaucoup. Je voudrais saluer l'arrivée de Brune Poisson, et la remercier beaucoup de sa participation à notre atelier. Je crois que dans cet atelier, on peut saluer son action dans le domaine de l'économie circulaire, qui est quand même à représenter des avancées incontestables sur ce sujet. Et peut-être, si on est d'accord, que je peux directement lui passer la parole pour qu'elle puisse réagir sur le projet de note, peut-être qu'elle l'a parcouru, ou en tout cas la situation actuelle
et les propositions telles qu'elles viennent d'être faites. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, merci beaucoup de cette invitation. Je voulais dire, souvent les Français, ils commencent par s'excuser avant d'intervenir. Et là, pour le coup, vraiment, je tiens à m'excuser de mon retard. C'est parfaitement involontaire. Mais ça m'a permis vraiment de lire en détail cette synthèse. En tout cas, pas cette synthèse, mais ces propositions et le travail que vous avez mené. Et je dis ça sans flagornerie parce que j'ai eu l'occasion de lire beaucoup de choses sur l'économie circulaire. Beaucoup de travaux m'ont été remontés et peu sont aussi, je dois dire, pertinents et utiles que le vôtre. Et notamment parce que je trouve que vous avez parfaitement percé à jour ce qui, à mon avis, manque encore beaucoup dans tout le travail que j'ai mené au gouvernement dans le cadre de la loi anti-gaspillage en particulier. Et je pense à tout ce qui est travail autour de la donnée vous parlez par exemple d'open innovation, d'accès aux données circulaires, de projets de territoire, etc. Et de remontées très concrètes d'informations avec la création d'un référentiel. Bref, vous venez, Kathleen vient d'en parler en détail et beaucoup mieux que ce que je pourrais le faire. Mais tout ça, je pense, sont des points qui sont à la fois très concrets et en même temps qui répondent à, je pense, quelques trous dans la raquette de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire ou en tout cas du travail qu'on avait et qu'on avait largement mené pendant 3 ans. Et donc pour ça, je voudrais vraiment non seulement vous remercier, mais vous dire aussi que avec votre permission, je le partagerai plus largement au-delà de nous et de notre cercle, de façon à ce que ça puisse remonter au ministère, mais aussi je pense que ça serait utile de parler et d'évoquer toutes ces questions-là directement avec certains députés ici, parce que je pense que dans ce que vous proposez, ça fait aussi partie de la force de ce que vous proposez, il y a beaucoup de choses qu'on peut et qui doivent partir du terrain, des territoires, des régions, des départements, bref, de là en fait où ça se passe beaucoup l'économie circulaire, parce que s'il y a bien une politique écologique qui est ancrée dans un territoire, c'est bien celle de l'économie circulaire. Et donc, à mon avis, ça serait très utile de le partager plus largement avec des députés, voire de lancer le plus rapidement possible des projets pilotes. Je dis le plus rapidement possible parce que j'ai aussi vu certaines des dates butoirs, en tout cas le calendrier, effectivement, il est très ambitieux, mais je pense que c'est important parce que autant on a besoin d'objectifs de long terme, autant on a besoin beaucoup d'un chemin pour arriver à atteindre ces objectifs-là. Et donc, ce que vous fixez en termes de calendrier est, je pense, une façon de mettre un peu le feu aux poudres. Moi, j'avais peut-être une question à vous poser peut-être plus largement, qui peut paraître peut-être un peu évidente, mais moi, avant de quitter le gouvernement au printemps dernier, enfin à l'été dernier, ce qui m'avait profondément choqué, c'était à quel point beaucoup de gens qui ne voulaient pas avancer sur l'économie circulaire utilisaient la crise du Covid un peu comme une excuse pour avancer encore moins que ce qu'il aurait fallu faire. Est-ce que vous, dans vos travaux, ça fait partie des choses qu'on vous a opposées, ça fait partie des choses auxquelles vous avez réfléchi? Est-ce que moi, je pense qu'au contraire, l'économie circulaire peut être une réponse à beaucoup des éléments de crise, aussi bien crise de sens qu'on vit actuellement, mais aussi à la crise sanitaire, mais aussi pour pallier certaines conséquences négatives de la crise sanitaire, comme par exemple l'explosion des déchets, en particulier les déchets plastiques à usage unique. Bref, le fait que les autorités locales soient très occupées par la gestion quotidienne des priorités sanitaires. Bref, est-ce que vous, au-delà de ça, vous sentez quels sont les éléments qui vous inquiètent le plus et comment est-ce qu'on pourrait travailler ensemble pour essayer, au contraire, de continuer à maintenir la pression comme vous le proposez vraiment dans ce document et dans tous vos travaux. Alors, je vous retourne un peu la question. Merci beaucoup. Je vais laisser Kathleen répondre, évidemment. Sachez que la Fabrique écologique, on est vraiment à disposition. On est là pour ça. On le fait régulièrement sur une série de notes. On est là vraiment, s'il y a des parlementaires, qui que ce soit, qui ont envie qu'on vienne leur en parler, évidemment, Kathleen en premier chef, on est évidemment à disposition. Donc n'hésitez pas et merci beaucoup pour votre appréciation très positive. Je vais laisser Kathleen répondre et ensuite je passerai la parole au deuxième grand témoin, François Gross, pour qu'il nous dise un peu son sentiment sur les propositions. Et puis ensuite, je vous rappelle, c'est un atelier participatif, donc ensuite je prends les interventions, j'en vois déjà quelques-unes.
je prends les interventions dans leur ordre en vous demandant chacun d'être très très court, puisque nous sommes très nombreux et que le temps est limité. Voilà, merci. Kathleen, à toi. Oui, merci beaucoup, Madame la députée, déjà pour votre temps, pour votre lecture, pour cette analyse et pour cette question. Je réponds du coup très rapidement. Comment maintenir la pression et maintenir une action sur les enjeux d'économie circulaire? Pour le groupe de travail qui a travaillé sur cette note, la priorité, c'est de les rendre tangibles, ces enjeux, de mieux les mesurer, mieux les quantifier, mieux les traduire. Donc, on avait toute une discussion précédemment sur les enjeux ressources, sur les différents types de ressources et sur les différents indicateurs potentiellement à mettre en œuvre. Il y a vraiment ce sujet de rendre tangibles les enjeux pour ne pas laisser place à l'inaction face aux urgences. Quand on écrit les urgences noir sur blanc, ça ne veut pas dire que tout le monde se met à bouger, mais ça veut dire que tout le monde est responsable de ne pas le faire, en tout cas. Donc, c'est vraiment la première volonté qui est représentée dans cette proposition 1. C'est mieux documenter pour ne plus laisser place aux excuses de on ne savait pas bien, on ne savait pas dans quelle mesure il fallait agir, ni dans quelle échéance de temps, et sur quel type de flux. Documenter, renseigner, mesurer. La deuxième piste, c'est rendre possible l'action. C'est pour ça qu'on parle aussi d'améliorer les outils d'analyse de flux de matière, d'analyse de stock, les outils pour accélérer une commande publique circulaire. Voilà, avant de réglementer, avant de contraindre, avant d'interdire, donner les outils, donner les moyens, parce qu'en fait, il y a encore beaucoup de gens qui ont quand même des bonnes volontés, qui ont une conscience croissante des enjeux, mais qui sont perdus et qui manquent, comme on le disait tout à l'heure, de cartes et de boussoles pour avancer. Donc, voilà, documenter, rendre tangible, rendre possible, et enfin, ensuite, inciter. On parlait tout à l'heure de la fiscalité, inciter avec une taxonomie verte qui serait adaptée. C'est pour moi et pour le groupe de travail tout un enjeu qui reste encore complètement à explorer plutôt aux échelles nationales, mais inciter et volontairement un jour contraindre les territoires à se mettre en ordre de marche une fois qu'on a respecté cette ligne, on va dire, d'accompagnement depuis le fait de fournir de la connaissance, le fait de rendre possible avec des outils adaptés. Ensuite, il faudra un cadre réglementaire et fiscal de plus en plus incitatif et ensuite éventuellement contraignant pour qu'on ne se retrouve pas dans une situation critique face à des murs, que ce soit sur le climat ou sur les enjeux de ressources qui conduiraient à une déstabilisation de nos sociétés sur le plan économique, mais aussi social. Voilà, j'essaie de répondre. Merci. Je crois que ce sera intéressant que dans l'introduction de la note, voire dans la synthèse, il y a quand même 2-3 paragraphes sur la question qu'a posée Brune Poisson, c'est-à-dire le positionnement du sujet par rapport à la crise sanitaire actuelle et à ses enjeux. Et je pense qu'il y a 2-3 choses à dire assez importantes sur ce sujet. Et donc, je pense que, en effet, c'est une suggestion, moi, qui me paraît tout à fait importante pour que cette note ne soit pas simplement considérée comme un élément pour l'après, mais soit bien considérée comme un élément pour le présent, comme une des réponses possibles, il y en a 25 000 autres, évidemment, mais une des réponses possibles à la situation dans laquelle nous sommes. François Grosse, peut-être, pour quelques réactions sur les propositions, en lui demandant à nouveau d'être court. Merci. Écoutez, moi, il me semble que dans les 3 propositions, ce qui me frappe d'abord, c'est le pragmatisme, effectivement. Il me semble que les maîtres mots, c'est clarification, pédagogie et action. Et s'agissant de sujets qui touchent au long terme, il me semble que pour être dans l'action, il faut des concepts simples à la veille de l'action, mais il faut d'abord savoir sur quoi on peut travailler efficacement, parce que les effets ne se mesurent pas forcément immédiatement. Et il me semble que notamment sur le travail sur l'indicateur de circularité, évidemment, il ne s'agit pas forcément d'arriver à une note sur 10 qui résume tout le problème de l'économie circulaire. Ce qui est important, c'est y compris le travail de clarification de sur quoi on veut agir, pourquoi on agit, et qu'est-ce qui se rattache à la transformation de la société pour une économie circulaire, et qu'est-ce qui est de l'enjeu local, un peu comme la qualité de l'air ou l'empreinte carbone, qui sont 2 choses qui sont aussi importantes, mais qui ne se situent pas aux mêmes échelles. Pour expliquer que je pense qu'à cette occasion, il va falloir être prêt parfois à certaines remises en question. J'ai envie de rebondir sur une question de François Demarcq, ou plutôt une observation de François Demarcq tout à l'heure. Vous parliez de l'immense gisement de matières disponibles pour le recyclage et pour se substituer progressivement à la consommation de matières vierges.
En fait, je voudrais juste vous donner un petit exemple. En gros, prenons l'acier, par exemple. Les déchets d'acier que nous rejetons aujourd'hui, ce sont en gros nos consommations d'il y a 30 ans, qui, d'après le PNUE, à peu près le temps de séjour de l'acier dans l'économie. En 30 ans, Kathleen a donné un chiffre sur une durée un peu plus longue, en 30 ans, nos consommations, elles ont un peu plus que doublé. Ça veut dire que même si on recycle 100% de nos déchets, il y a encore plus de la moitié de ce qu'on consomme qui a besoin d'être puisé dans les gisements vierges, les gisements naturels. Donc, on voit bien qu'en fait, toutes les politiques publiques qui aujourd'hui se focalisent sur la maximisation du recyclage des déchets, voire même, ce qui paraît un peu contradictoire, sur l'évitement même des déchets qui sont la matière première qu'on sait qu'on aimerait utiliser, elles sont extrêmement vertueuses, mais elles ont une limite en fait. Et on voit bien qu'il faut agir sur autre chose. Ce qui m'amène, juste pour terminer, à dire un mot sur cette notion de métabolisme territorial et de comptabilité un peu qui est sous-jacente à des indices. C'est clair qu'on le vit tous, pour agir, on a besoin de mesurer, et ça c'est une certitude, on a besoin de mesurer des évolutions, mais on a besoin de mesurer des choses qui soient vraiment significatives. Et on a besoin de mesurer ce qui entre et ce qui sort, par exemple, d'un territoire, mais ce qui entre et ce qui sort, pas simplement en achat de matières premières, mais aussi dans les voitures, les poutrelles qui vont servir aux charpentes, etc. C'est-à-dire tout ce qui est embarqué. Et il y a des tas de travaux là-dessus, mais ce n'est pas simple. Mais cela étant, il va falloir le faire, parce que c'est ça qui est fondamental. Il faut aussi mesurer ce qui sort du territoire pour être offert au recyclage. Quelles sont les quantités d'acier, de déchets d'acier qui sortent d'un territoire et qui vont aller quelque part où on pourra le recycler effectivement? Quelle est la part dans les consommations d'acier ou de cuivre ou d'aluminium ou de lithium qui est issue du recyclage, etc. Et on voit que là, on va être obligé d'aller chercher parfois des données qui aujourd'hui ne sont pas manipulées dans nos réflexions habituelles, qui éventuellement, François, ne sont pas forcément présentes non plus dans les ACV telles qu'elles sont faites aujourd'hui, en tout cas pas toujours. Et je pense qu'un des chantiers extrêmement importants pour la suite, pour ne pas travailler à côté du problème, en particulier la première des préconisations qu'a rappelé Kathleen tout à l'heure, ça va être justement de clarifier ces notions d'enjeu et ces notions d'échelle, c'est-à-dire comment l'action à l'intérieur d'un territoire, régional, métropolitain, national, contribue à faire qu'une société est plus soutenable et devient circulaire, forcément à une échelle qui est beaucoup plus globale, parce que les gisements de matières premières, ils sont aux quatre coins du monde et ils ne sont pas forcément sur le territoire lui-même. Donc, à mon avis, en tout cas, des propositions que je trouve extrêmement pragmatiques, ambitieuses effectivement, Bonne Poisson, vous l'avez souligné, notamment dans l'urgence, mais qui prennent aussi le temps finalement de nous aider à la réflexion pour agir ensuite d'une façon qui soit beaucoup plus efficiente par rapport à des objectifs qui sont complexes et qu'il faut simplifier pour agir. Merci beaucoup. Alors, je vois qu'un petit débat s'est instauré sur la messagerie, sur la méthode d'analyse du cycle de vie. C'est un petit débat intéressant, donc je vous propose qu'on y passe 1 minute chacun peut-être, pas plus. Mais je vois Jacques Noël, je vois Jean-Louis Berget et je vois Thomas Hermadinger. Si chacun en 1 minute pouvait nous dire sur cette méthode, ça fait partie du débat, je pense, c'est important, sur cette méthode, est-ce que c'est la bonne méthode? En 1 minute chacun, peut-être. Jacques Noël. 1 minute pour démontrer que c'est une méthode que chacun peut s'approprier et formuler en fait des calculs, des formules de calcul pour arriver à mesurer un impact. Ceci en se basant sur des données qui sont de portée universelle, je dirais, pour mesurer autant les impacts directs que les impacts indirects d'un produit, d'un bien, d'un service, d'un territoire, d'une fonction de territoire, ou donc à l'échelon international avec des agrégations qui sont plus ou moins… Le souci, donc, ce n'est pas la méthode qui aujourd'hui est reprise par la plupart des instances internationales comme scientifiques, c'est surtout donc ce qu'on en fait. C'est-à-dire qu'on peut mesurer tel ou tel impact, on aura donc telle ou telle méthode de calcul, mais on a aussi ce point de vue qui est qu'est-ce qu'on veut mesurer. Et les unités de mesure sont diverses et variées. On arrive à des résultats, des fois, qui peuvent être contradictoires. C'est ainsi que le FNSEA se rend compte que, effectivement, dans le calcul en bilan carbone, les productions locales sont moins compétitives que les productions néo-zélandaises.
rendu consommateur français. En fait, il y a beaucoup de choses qui peuvent être incluses. Il n'y a pas simplement le bilan carbone, qui est aujourd'hui l'indicateur privilégié par beaucoup de politiques, mais il peut y avoir énormément de résultats qui peuvent être tirés de cette méthode. Merci. Qu'est-ce qu'on calcule, comment on le calcule, et là, c'est une affaire collective de bien se comprendre sur ce qu'on veut obtenir, comment on l'obtient, quelles sont les données d'entrée, etc. La méthode doit clarifier, c'est vrai, mais elle peut être utilisée pour n'importe quelle activité humaine à n'importe quelle échelle. Voilà, merci beaucoup. Pour démontrer. 1 minute chacun, donc c'est pour ça que je te coupe, je m'en excuse un tout petit peu. Jean-Louis Berger en 1 minute. Il est là? Il est absent. Il n'est pas là, il est parti. Alors, Thomas Herbeniger en 1 minute, s'il est là, ouais. Sur le sujet, il faut qu'il ouvre son micro. Il faut qu'il… Ça va être mieux. Voilà, ça sera mieux. Voilà. Merci. Oui, non, je voulais juste signaler sur les ACV, donc souvent c'est fait à l'échelle du bâtiment. On a pu voir des premières expérimentations d'ACV à l'échelle d'un quartier ou d'un renouvellement urbain de quartier qui entraîne un énorme flux sortant de matériaux, déchets du BTP, et puis surtout un apport assez massif de matériaux. Donc, il y a eu une ACV faite avec le CSTB sur le quartier des Navigateurs à Orly-Choisy, dans le Val-de-Marne, et la ville de Paris aussi expérimente une nouvelle ACV sur un quartier, donc sur le Saint-Vincent-de-Paul dans le 14e, là, donc le haut lieu un peu de l'urbanisme transitoire. Et donc, c'est fait avec l'EIVP, l'École des ingénieurs de la ville de Paris, et financé également par l'ADEME. Parce que justement, la question, c'est de voir est-ce que ces ACV ou presque des analyses de flux de matière, ou en tout cas d'avoir un peu cet indicateur, peut influer sur des choix de matériaux, des choix de valorisation de matériaux, de réemploi, de filières de valorisation, etc. Voilà, c'était juste pour signaler. Merci. Ça. Merci beaucoup. Alors, François Demarque, mais en lui demandant vraiment d'être très court, parce qu'il est déjà intervenu, mais c'est tout à fait intéressant de l'écouter. Donc, François. Je serai d'autant plus court que François Gross a déjà dit beaucoup des choses que je voulais dire. Je voulais simplement souligner que, comme pour le carbone, on a des émissions directes et puis on a des choses qui sont indirectes, c'est-à-dire qu'on importe ou on exporte du fer dans des vieilles voitures ou dans des voitures qu'on achète et pas seulement des barres de fer. Voilà, donc pour faire simple, on aura un scope 2, un scope 1, un scope 2, un scope 3 pour chaque matière, hein, aux limites d'un territoire donné. Donc, ce n'est pas très facile de calculer un indice de circularité. Moi, je proposerais plutôt de parler d'un tableau de bord de circularité. Voilà, c'est ce que je voulais proposer. C'est, je crois d'ailleurs, si je ne me trompe pas, la proposition de la note, qui est plutôt, en tout cas, sur un indice composite. Enfin, ouais. Il y a déjà 5 sous-indices, effectivement, dans la note. Mais c'est pas seulement, mais pour chacune des matières de sous-indices, on aura déjà une complexité. Très bien. David Sinas, il est là encore. Non? Myriam, oui, pardon. J'avais désactivé le son pour que ce soit plus confortable. Alors moi, je travaille au sein d'une association, un centre de ressources qui s'appelle ODIS en Nouvelle-Aquitaine, et je travaille particulièrement sur la question des déchets de la construction, pas que, mais on a toute une stratégie sur le sujet. Et notamment, demain, on a des webinaires sur le sujet. Là, je suis impressionné de voir qu'on a 80 personnes qui sont inscrites sur un webinaire sur la loi de l'économie circulaire. Donc, on sent bien que c'est un sujet qui est en train de monter. Il y a de la loi, il y a ce qu'on disait tout à l'heure, il y a la coercition, il y a de la loi, il y a du réglementaire. On n'a pas tous les outils à disposition. Mais la réaction que je faisais aussi, c'était qu'il y a un énorme besoin aussi de sensibilisation sur le pourquoi. C'est-à-dire qu'en gros, parfois, nous, au sein d'ODIS, quand on met à disposition des outils, certains de nos acteurs sont un petit peu des acteurs innovants et vont y aller naturellement. Là, j'étais avec Equidom, qui est un bailleur social tout à l'heure, qui va naturellement sur certains sujets. Puis, mais il y en a certains qui ne vont pas y aller forcément naturellement. Et avec la réglementation énergétique de 2012, les acteurs de la construction se sont sensibilisés à la question de l'énergie beaucoup plus que ce n'était précédemment. Mais là, sur la question, par exemple, des matériaux, avec la réglementation 2020,
c'est clair que là, on est sur un changement de paradigme, comme on dit chez nous, un changement en tout cas de prise de conscience, et également sur la question justement des déchets. Alors, bien sûr, vous le savez que la question des déchets dans le domaine de la construction, c'est-à-dire bâtiments et TP, c'est le plus gros comment dire, gisement qui existe comment dire, chez nous, hein, et même un peu ailleurs aussi. Donc, il y a énormément de choses à faire. Donc, en gros, pour réussir ça, il y a plein de… enfin, ça a été dit précédemment, il faut attaquer ça partout. Enfin, il faut absolument être très impliqué à la fois à l'échelle locale, à l'échelle territoriale, à l'échelle réglementaire. Et ça ne marche pas s'il y a un seul échelon qui ne marche pas. Et quand on dit économie circulaire, on ne peut pas oublier un des maillons. Donc voilà, donc je suis très content qu'il y ait toutes ces personnes aujourd'hui qui soient mobilisées. Et sachez que sur les territoires, notamment en Nouvelle-Aquitaine, beaucoup de gens sont très mobilisés aussi. Merci beaucoup. Myriam Co. On ne vous entend pas, il faut ouvrir votre micro. Ah, est-ce que là, vous m'attendez? C'est très bien, c'est très bien. Merci. Donc, bonjour à tous. Myriam Co, je suis urbaniste et je suis aussi présidente de l'association urbaniste des Hauts-de-France. Donc, je suis du territoire de Lille. Je voulais compléter des travaux certainement que vous avez peut-être eu dans vos groupes de travail. Hein. Moi, je n'ai pas eu communication de la note, mais dire qu'il est pour moi très important de ne pas en rester qu'à la question des matériaux, d'autant que si on veut s'assurer des ressources renouvelables, il faut pouvoir compter sur les matériaux renouvelables que produit la nature. Et donc, intégrer pour moi la question d'écosystème fonctionnel est quelque chose aussi de très important. Et en premier lieu, la question des sols. Et le deuxième point, c'est intégrer aussi toutes les questions d'urbanisme territorial et notamment d'urbanisme circulaire du foncier, d'économie circulaire du foncier. Voilà, c'est des éléments que j'ai peut-être pas trop retrouvés dans les propositions qui ont été exposées. Alors peut-être elles sont hors sujet, mais en même temps elles sont complètement d'actualité parce qu'elles sous-tendent une alternative à la question de la raréfaction des ressources. Et puis d'autre part, elles sont dans la ligne de mire de toutes les politiques publiques, notamment avec la lutte contre l'artificialisation des terres. Non, elles ne sont pas du tout en dehors du sujet. Donc si vous pouvez éventuellement, si vous avez le temps, faire quelques lignes là-dessus qui puissent être intégrées dans la note, je pense que ce sera tout à fait bien accueilli. Michel Guémy, sur les monnaies locales complémentaires, vous le savez que la Fabrique a publié une note sur ce sujet et que nous en sommes des chauds partisans, à certaines conditions naturellement. Je vous passe la parole. Oui, bonjour à tous. Non, je voulais simplement, effectivement, puisque je n'ai pas noté dans la note qu'on avait cet outil à disposition, je voulais simplement le rappeler. J'ai moi-même participé à la rédaction d'une note pour un think tank qui s'appelle Osons le progrès sur le sujet des monnaies locales complémentaires. Malheureusement, la note qui a été établie en juin dernier n'a pas fait l'effet escompté pour le moment. Et effectivement, on pensait que la Convention citoyenne pour le climat serait également un relais pour ce sujet-là, puisque les monnaies complémentaires sont indiquées, évoquées dans le rapport, malheureusement pas dans les propositions. C'est pas arrivé jusqu'aux 146 propositions. J'ai le sentiment qu'on est en train de rater quelque chose, à la fois par rapport au sujet de l'économie circulaire, à la fois par rapport à la relance locale, la relance économique locale, et bien sûr en matière d'accélération de la possibilité de trouver de l'emploi pour les uns et pour les autres. Et là, je m'appuie essentiellement sur les observations qui sont faites au niveau d'une région Normandie où une monnaie à l'échelle normande s'est trouvée propulsée et accélérée par la période de confinement. En fait, montrant que cette monnaie locale était un outil pour la résilience des gens et des territoires. Merci beaucoup, je partage totalement votre avis. Merci beaucoup, à titre personnel en tout cas. Anita Ravlic, qui est intervenue plusieurs fois sur la messagerie, est-ce que vous souhaitiez dire quelque chose? Oui, merci pour cet atelier. Et puis, en fait, ce que je voulais dire, c'est que c'est intéressant. Enfin, je suis très intéressée par les travaux que vous allez lancer. Et c'est vrai qu'il y a sans doute des inégalités dans les territoires par rapport, enfin, il y a de maturité par rapport au sujet d'économie circulaire. Et à la ville de Paris, on a en fait engagé un plan économie circulaire avec 2 feuilles de route en 2017. Donc, du coup, beaucoup de ces questions-là que vous posez ont avancé. Alors, on n'a pas su répondre à tout, mais en fait, il y a beaucoup d'études et de matières
et de groupes de travaux qui ont été montés depuis quelques années maintenant. Donc, je pense qu'on peut croiser avec des choses dont on a connaissance, notamment mais des acteurs que vous connaissez, hein, que vous avez cités dans votre note, comme l'INEC, Auré, mais la Métropole du Grand Paris aussi a lancé justement un programme spécifique d'achat économie circulaire pour les territoires, les collectivités de la Métropole du Grand Paris. Donc, du coup, il y a un programme qui existe pour accompagner, alors avec les outils et les dispositions du Code des marchés publics existants sur le sujet, mais qui est quand même un guide intéressant de référence qui peut être exploité. Vous avez cité dans la note le schéma de la commande publique responsable de la Ville de Paris. On a ajouté, dans le cadre de notre plan, une action sur la commande de la commande acheter des produits éco-conçus et la commande circulaire. Donc, du coup, on a avancé sur des choses très concrètes dans le cahier des charges, notamment en termes de bâtiments, déconstruction et non plus démolition, par exemple. Donc, on a des exemples d'achats vraiment très concrets sur des critères et des clauses en économie circulaire. Donc, ça, c'est des choses qu'on peut partager en termes de méthodologie. Et après aussi, je voulais dire un mot sur métabolisme urbain, hein, puisqu'on a lancé une étude sur notre métabolisme urbain. On a un site qui relaie en fait ces études. Et donc, on essaie d'avancer sur ces observations du territoire. Et en effet, je rejoins la complexité des données, de la bonne échelle, de la disponibilité des données et de ce qui manque. Mais en tout cas, on avance aussi sur ces travaux-là en termes de connaissance des flux entrants-sortants. Donc, je pense qu'on serait tout à fait intéressé pour accompagner vos travaux et peut-être aussi de mettre ces besoins en relation avec des choses qui existent en termes de cartographie, en termes d'études aussi. La PUR vient de publier une étude sur la logistique et donc pour l'économie circulaire et donc en lien avec d'autres territoires, notamment en pleine commune, Est Ensemble. Donc, c'est vraiment des sujets qui sont en réflexion et qui avancent sur les territoires. Donc, il y a beaucoup de matière à aller chercher sur des choses qui sont déjà en maturation et des besoins qu'on a identifiés et là où on sait qu'on a des freins, des blocages et où il faut travailler. Voilà. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si Nicolas Praquin est encore là. Non? Si? Sinon, Martial Vialex. Je suis là. Nicolas Praquin, excuse-moi, peut-être mais vraiment très brièvement. Oui, très brièvement. Donc, j'ai posté un message sur la discussion. Je suis universitaire et je m'intéresse à l'économie circulaire depuis finalement pas très longtemps, donc je suis un peu le béotien en la matière. Mais c'était juste pour annoncer qu'on avait monté un diplôme universitaire en économie circulaire et intelligence collective. Je retrouve beaucoup de choses dans ce qui est dit dans le programme qu'on va lancer. Et pourquoi est-ce qu'on a monté ce DU en accolant justement ces deux aspects, économie circulaire et intelligence collective? Parce qu'on s'aperçoit, et ça a été dit notamment par Catherine Bocquet, que l'économie circulaire, c'est aussi repenser les écosystèmes dans lesquels les organisations vont travailler. Et donc, l'idée, c'est de former des gens qui ne soient pas des spécialistes d'un des pans de l'économie circulaire, mais qui soient des personnes à même de créer du lien entre les organisations ou à l'intérieur des organisations sur des métiers qui sont différents. Donc, je profite un petit peu de l'espace qui est donné là parce que c'est un DU qui vient d'ouvrir, qui aurait dû ouvrir au mois d'avril. Le Covid a un petit peu retardé les choses. Et c'est pour annoncer qu'il y a encore de la place et qu'on cherche des candidats pour pouvoir assurer son ouverture. Voilà. Et je voulais juste compléter mon propos avec deux chiffres qui me semblent importants. C'est d'une part, il y a une organisation, une ONG de Hollande qui mesure chaque année le taux d'économie circulaire dans le monde, c'est à peu près 10%. Donc, on voit qu'on a une marge de manœuvre très importante. Et il y a un économiste qui travaille depuis très longtemps sur ces questions-là et qui dit qu'au-delà de 2% de croissance, l'économie circulaire n'a pas d'effet sur la transformation de l'économie. Donc, moi, j'insiste, et ça a été dit aussi, c'est que l'économie circulaire sans sobriété et sans repenser notre système économique n'a pas beaucoup de sens. C'est-à-dire qu'on n'aura pas beaucoup d'impact. Voilà. Merci beaucoup. Il nous reste exactement 5 minutes. Donc, est-ce que Martial Vialex veut dire un mot? Ensuite, Camille Goël, mais vraiment pour un mot. Ensuite, je demanderai aux deux grands témoins de faire une conclusion extrêmement brève. Et puis, je laisserai la parole finale à Kathleen. Alors, Martial Vialex. Merci beaucoup de me donner la parole. Ce sera vraiment très, très bref. J'ai rien de plus à dire que ce que je disais dans mon message. C'est-à-dire que donc, dans le cadre de mes travaux de thèse, moi, que je réalise sur la direction de Sabine Barle, qui est pas mal évoqué dans la note
qui a été produite, et je remercie du coup la Fabrique écologique et Kathleen pour l'invitation aujourd'hui. Je procède à un recensement en fait, des analyses de flux de matière, des études de métabolisme qui ont été réalisées à l'échelle locale. Quand je dis local, c'est territoire, département, etc. Région aussi, mais a priori, on les connaît à peu près, celles qui ont été faites à l'échelle des régions. Donc, je suis preneur de toute information, tout échange sur le sujet. Et quand ça sera un peu stabilisé, je pourrai partager ces travaux avec l'ensemble du groupe si ça peut vous intéresser. Voilà. Merci beaucoup en tout cas pour… Merci. Alors, je vois que les demandes d'intervention se multiplient. On va avoir du mal à finir exactement à l'heure. Donc, on va se donner 3 minutes de plus, mais je vais vraiment demander d'intervenir en 30 secondes. Camille Golène. Oui, c'était juste pour compléter un peu. Donc, Camille Golène, ingénieur économie circulaire au CSTB, le Centre scientifique et technique du bâtiment. C'était pour compléter un peu les échanges sur la question de l'ACV et dire qu'on travaillait actuellement sur le développement d'indicateurs de circularité des produits, sur les indicateurs qui existent dans les ACV et réfléchir également aux freins et au développement de nouveaux indicateurs sur la base également des ACV. Compléter aussi sur la question des flux, rejoindre également ce que disait Kathleen sur le besoin de données et compléter par le fait qu'on partager avec vous le fait qu'on travaille sur des outils et des bases de données sur la caractérisation de l'existant et des outils qui permettent de calculer des flux à la fois entrant, sortant à différentes échelles, échelle bâtiment bien sûr et quartier également, comme ça avait été mentionné par Thomas. Merci beaucoup. Laura Vanuet, pardon. Vous êtes encore là? Oui. Oui, bonjour. En vraiment 1 minute. Hein. Moi, j'aimerais attirer l'attention sur en fait le manque d'intégration des politiques vertueuses, parce que d'un côté, on demande plus de circularité des produits. D'un autre côté, il y a les injonctions liées à la politique d'efficacité énergétique. Et donc là, on va se retrouver comme en Allemagne, dans une situation où ils ont, enfin, à un certain moment, ils ont dû bloquer et revenir sur des décisions liées à des politiques d'économie, de circularité des produits, pour ne pas bloquer la politique d'efficacité énergétique des bâtiments. Parce qu'ils se sont aperçus que les isolants étaient des produits qu'on ne pouvait pas mettre en décharge normale, on va dire, même pas incinérer, et donc ils ont dû revenir pour pouvoir démonter les panneaux. Ils ont dû revenir sur des décisions qui avaient été prises en matière de circularité des produits. Donc là, il y a un manque de cohérence totale des politiques, et donc au niveau des territoires, je me pose la question comment jongler, enfin comment les administrateurs, donc qui doivent mettre en œuvre ces politiques, vont jongler avec ce type de contradiction. Merci beaucoup. C'est un vrai sujet qu'on ne va pas traiter ici parce que ça mériterait 1 heure de débat à temps plein, mais c'est un vrai sujet. Sébastien Delpont. Bonjour à tous. Pour rebondir sur ce qui a pu être dit, ayant participé aux réflexions, j'ai effectivement pu contribuer par le passé. Mais ce qui me semble important par rapport aussi à ce qu'évoquait Madame Poirson, c'est que je pense qu'on est passé du temps du déni sur ces sujets au temps du défi. Donc maintenant, le sujet, c'est comment on change d'échelle. Il y a beaucoup de démonstrateurs réussis partout sur les territoires, et c'est évoqué par un certain nombre d'intervenants. On a entendu la mairie de Paris et d'autres. Maintenant, la question, c'est effectivement quels sont les outils pour changer d'échelle. Comment on évite de faire les choses bien chacun dans son coin sans se partager les bonnes pratiques, sans avoir le même cadre. Et je pense que c'est vraiment ce que je trouve intéressant dans la note, c'est cette volonté de maintenant, on va outiller et on va parler le même langage, parce que c'est parce qu'on parle le même langage que ces commandes publiques volontaires, qui vont être 5, 10, 15, 20, 30% des commandes, si elles se font sur des critères homogènes un peu partout sur les territoires, vont permettre de structurer des filières. Et parce qu'on structure des filières, on va avoir des produits bien plus circulaires. Ça a bien été évoqué qu'il y a un sujet de consommation qui est essentiel à la base de tout ça, ça va être moins cher.
et qu'il y a un sujet essentiel, c'est que si on veut démocratiser les solutions, il va falloir en baisser le prix. Et pour le baisser le prix, il faut qu'il y ait beaucoup de commandes avec des critères un peu cohérents et homogènes. Et je trouve que c'est un des points les plus intéressants en tout cas, et qui est vraiment pour moi le défi de demain. Une fois que les démonstrateurs réussis, qui ont été exposés, ont été soulevés et mis en lumière, il faudra en faire les bases de référence et de données. C'est vraiment changer ça, sachant que ça intéressera au-delà du public. J'ai beaucoup d'acteurs privés avec lesquels je travaille qui me disent « je veux bien faire, mais je fais quoi ?» et comment ne pas réinventer la roue tout seul dans mon coin. Et je pense que ça va être vraiment intéressant de voir comment. Et pour ça, il va falloir qu'on réfléchisse par filière, parce que le critère pour acheter des tailles crayons, le critère pour acheter des bâtiments, le critère pour acheter des mobiliers, qu'est-ce que ça veut dire circulaire? Il va falloir donner à un moment un cadre précis. C'est avec ce type d'approche qu'on a démocratisé le bio au plus grand nombre. C'est avec ce type d'approche qu'on est en train de démocratiser la rénovation énergétique. Et je pense que ça peut être une approche très vertueuse pour accélérer les déploiements de solutions plus circulaires dans la société. Merci. Et enfin, Rémi Boyer pour 1 minute, là aussi. Bonjour. J'ai été interpellé par le sujet sur le besoin en données et sur la nécessité de pouvoir avoir une cartographie précise des flux. Et j'avais une idée autour d'une source d'inspiration, je dirais, sur le reporting de la qualité de l'air qui s'est structuré à travers des associations de surveillance de la qualité de l'air. Et ça a pris du temps, mais aujourd'hui, on a des systèmes de surveillance de la qualité de l'air qui sont co-gérés avec les industriels et le secteur public. Et il me semble que dans le cadre de la cartographie des flux, ça serait important que les gros consommateurs de matières primaires, probablement via une légère pression coercitive, soient amenés à co-gérer sur le territoire et à déclarer leur consommation. Voilà. C'était une source d'inspiration. Très bien, super, c'est exactement ce qu'il souhaitait dans ces genres d'ateliers. Donc, merci beaucoup. Je vais passer la parole pour vraiment un temps très court. Je m'en excuse avec eux pour nos 2 grands témoins. S'ils souhaitent un mot de conclusion, et puis c'est Kathleen, naturellement, qui fera en un mot, elle aussi, la conclusion définitive. Brune Poisson, peut-être. On ne vous entend pas. Merci. Excusez-moi. Non, d'abord, je voulais dire à nouveau, moi aussi, en profiter pour vous remercier encore. Là encore, pas flagornerie, parce que j'ai trouvé que les discussions étaient particulièrement, là aussi, intéressantes. Donc, c'est vraiment dans la lignée du travail que vous avez mené. Moi, ce que je retiens peut-être surtout, c'est 2 exigences qui me semblent ont guidé vos travaux, ou en tout cas sur lesquelles on doit faire encore plus en matière d'économie circulaire. Et je crois que si on n'arrive pas à aller au-delà de ces 2 exigences, que sont, selon moi, une exigence de transparence pour avoir une exigence de redevabilité, on risque de tomber à nouveau, mais là je prends beaucoup de hauteur de vue, mais on risque de tomber à nouveau, et moi ma crainte c'est qu'il y ait et qu'on entretienne un certain cynisme sur les politiques publiques de l'environnement, en mode finalement les responsables politiques comme l'administration a peu de pouvoir pour faire changer les choses concrètement sur le terrain, sur les territoires, dans la vie de chacun des Français. Et donc, ne nous intéressons peu à la question, ou en tout cas, que ce soit facile après de se détourner de l'action concrète. Et donc, c'est pour ça que je pense qu'il est essentiel qu'on mette en place des systèmes et qu'on travaille vraiment dans le détail sur comment faire la transparence sur les progrès en matière de développement de l'économie circulaire. Alors, ça c'est très difficile, ça suppose de créer des référentiels, enfin, toute une série de choses que vous avez soulevées, et pour avoir cette exigence derrière de redevabilité. Comment est-ce qu'on utilise ensuite ces données? Comment est-ce que ceux qui travaillent rendent compte? Comment est-ce que l'État, le gouvernement, mais aussi les collectivités locales rendent compte aux citoyens derrière des progrès qui sont faits en matière d'économie circulaire? Parce que je pense que le concept, en tout cas pour nous, il nous apparaît relativement familier, mais il y a encore beaucoup de travail à faire pour non seulement en prouver la pertinence, mais en prouver en plus les impacts concrets en faveur de l'environnement. Et donc, je pense que ces 2 aspects-là, ils sont majeurs, et c'est ce que je lis quand même beaucoup en filigrane dans les propositions que vous nous avez faites. Donc, je vais peut-être conclure très rapidement là-dessus. Il va falloir que j'y aille malheureusement, mais je vais écouter Monsieur François Gros avant de partir. Donc, j'en profite dès maintenant pour vous remercier encore de ce travail, et nous restons en contact pour voir comment avancer ensemble. Non, c'est nous qui nous vous remercions. Si vous souhaitez, évidemment, si vous avez des contraintes, nous vous remercions en tout cas de votre présence ici. François Gros, donc pour quelques mots.
Ah, là, là aussi, le micro n'est pas ouvert. Oui, on est agile de Merci. prendre la parole et on oublie manœuvre. Écoutez, alors, tout d'abord, un mot pour Nicolas Praquin et son allusion à Dominique Bourg pour dire juste que je suis l'auteur des chiffres auxquels Dominique se réfère dans son livre, ce qui fait que c'est logique qu'il y ait une vraie cohérence entre ce que vous y avez trouvé et puis ce qu'on est en train de dire depuis tout à l'heure. Ce que je voulais peut-être dire en quelques mots, c'est que en fait, on voit bien, je pense à des interventions qui viennent d'avoir lieu, et bien entendu, ce que vient de dire Brune Poirson, on sait qu'on est tous frappés par à la fois l'ampleur des enjeux et puis à la fois le fait qu'on parle de temps long, mais qu'il y a aussi une urgence qui ne cesse de nous éclater au visage, en quelque sorte, que ce soit sur le climat, que ce soit sur les matières premières, etc. C'est-à-dire que le temps nous file entre les doigts sur tous ces sujets. Et on voit que les enjeux, finalement, ne peuvent pas s'adresser de façon uniquement incrémentale. On parle de la transformation écologique, et je pense que c'est à juste titre qu'on parle de choses qui, à la fin, doivent se répercuter dans nos modes de vie, nos modes de production, et c'est quelque chose qui est, je pense, un peu affolant, quoi, en toute rigueur. Moi, il me semble que de ce point de vue-là, effectivement, le fait d'inviter, en quelque sorte, en tout cas, les territoires à prendre en main, à une échelle, une action sur des sujets qui ne leur appartiennent pas spontanément d'habitude, puisque ce ne sont pas que des enjeux locaux, l'économie circulaire, ce n'est pas seulement la qualité de l'air, ce n'est pas seulement la qualité de l'eau, etc. C'est quelque chose qui touche au fonctionnement de la société tout en entier. Je pense que ça a à la fois du sens profondément, parce que justement ça touche à nos modes de vie et à nos modes de production, et que ça, finalement, ça nous parle beaucoup plus à une échelle de proximité. C'est le cerveau humain qui est fichu comme ça. Et puis la deuxième chose, c'est qu'évidemment, ça n'exonère pas l'État de sa responsabilité de faire bouger les choses et de créer les conditions pour que les acteurs économiques ou les acteurs publics territoriaux puissent agir dans de bonnes conditions. Donc moi, je pense qu'en tout cas, les 3 propositions qui sont faites par le groupe de travail au travers du rapport rédigé par Kathleen, elles ont vraiment une immense vertu, encore une fois, c'est de permettre, au travers de ces questions matérielles en particulier, qu'elles ne sont pas exclusivement matérielles, mais de toucher à nos modes de vie d'une façon différente de la façon dont on adresse finalement tous, dont nos modes de vie sont adressés, par exemple, par l'enjeu du climat, qui touche beaucoup à l'énergie, etc. Quand on parle de matière, on parle vraiment encore plus de nos modes de vie, de ce qui structure pas mal notre société de consommation aujourd'hui. Et je pense qu'on peut compter là-dessus aussi pour, du coup, entraîner des transformations, encore une fois, vertueuses vers la transition écologique, qui soient peut-être ce que nous avons tant de mal à réaliser pour l'instant et qui seront en tout cas pas seulement incrémentales. Merci. Avant de passer la parole pour un mot de conclusion à Kathleen, je voudrais vous rappeler que vous avez non seulement la possibilité, mais que c'est très souhaité de la part de nous et de la présidente et du groupe de travail, d'envoyer des propositions d'amendements, de commentaires. Vous avez 2 moyens. Vous avez directement sur le site de la Fabrique écologique, tout simplement, où tout est indiqué. Vous avez simplement à faire un mail, là aussi, à la Fabrique écologique. Tout ça est indiqué sur le site. Et le groupe de travail, pour la publication définitive, prendra tout à fait en compte l'ensemble de vos contributions. Voilà, Kathleen, à toi pour un mot de conclusion. Bien, merci Géraud. Avant tout, le mot de conclusion, ce sera merci pour votre participation et les échanges qui ont été très intéressants, précis. Vous l'avez compris, cette note, elle pose 3 propositions qui se veulent les plus concrètes possibles. Donc, c'est un appel à la coopération et au passage à l'action. Donc, voilà, cette note et la présentation qu'on en fait aujourd'hui, c'est un point de départ. Et bien sûr, comme l'a rappelé Géraud, n'hésitez pas à proposer des amendements, des modifications. Et surtout, on va essayer de se tenir au courant très vite pour que ce ne soit pas une note qui reste dans un placard, mais qui surtout donne lieu à de l'action concrète et ambitieuse. C'est l'objectif. Merci à tous de votre présence, de votre contribution, de votre participation active.